Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 154 dans lequel on va parler d'alimentation sans gluten et dans lequel je vais un petit peu faire un bilan puisque je me suis rendu compte que ça faisait maintenant 1 an et demi que je mangeais sans gluten et je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour vous d'avoir un peu mon retour, de savoir un peu à quoi ça ressemblait, quels bénéfices j'en retire, est-ce que je compte rester en alimentation sans gluten toute ma vie, etc. Je vais tout vous dévoiler. Donc, parlons peu mais parlons bien. Déjà, pour vous rappeler un petit peu le contexte, à savoir pourquoi j'ai arrêté, etc. Donc ça je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent. À la base moi j'ai vraiment arrêté de manger du gluten lorsque j'ai eu un diagnostic d'endométriose. Tout simplement parce que je me suis beaucoup renseignée, c'est quelque chose que je connaissais déjà un peu, l'endométriose, mais forcément quand on est concerné par quelque chose, on a tendance à beaucoup plus se renseigner et à essayer vraiment d'avoir toutes les infos. Et là, ça a vraiment confirmé ce que je savais déjà un petit peu d'intuition, à savoir que le fait d'arrêter de manger du gluten et également aussi des produits laitiers, surtout produits laitiers de vache, mais quand même gros focus sur le gluten, ça pouvait grandement améliorer les symptômes. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'endométriose est, comme beaucoup de problématiques, une problématique d'inflammation, mais pas que, il n'y a pas que ça qui entre en jeu, mais la résultante en tout cas c'est une inflammation. Or le gluten a tendance un petit peu à entretenir cette inflammation potentiellement, et donc le fait d'enlever le gluten de son alimentation permet de réduire potentiellement l'inflammation et donc de diminuer les symptômes. Donc je me suis dit bon, ça faisait un moment que de toute façon j'avais envie d'essayer, puisque je me suis quand même beaucoup renseignée sur le gluten, je sais à quel point c'est pas forcément très bon pour la santé, mais disons que je sais que manger sans gluten c'est quand même un sacré truc, c'est quand même assez contraignant. C'est voilà tout ce dont on va parler aujourd'hui, même si spoiler alert, vous allez voir que finalement je trouve ça moins contraignant que ce que je pensais, mais bon, il y a quand même forcément des contraintes. Donc c'est vrai que j'avais pas de motivation assez forte à me dire allez, j'arrête 100% le gluten. Et puis surtout, moi ce que je faisais déjà depuis un moment, c'est que je mangeais très peu de gluten moderne, c'est-à-dire que déjà depuis des années, quand je mangeais du pain, c'était du pain fait à base de petit épeautre ou du pain au levain fait à base de blé ancien. Voilà, j'avais tendance à vraiment éviter déjà de base le gluten moderne entre guillemets, c'est-à-dire vraiment le gluten dans les produits quand même assez transformés, assez raffinés, comme par exemple une baguette de pain. Je mangeais plus de baguette de pain depuis très longtemps, mais ça m'arrivait quand même parfois de manger une pizza. Et on le sait peut-être, je sais pas si vous le savez, mais c'est hyper compliqué de trouver des options sans gluten quand il s'agit de pizza dans les restaurants. En France en tout cas, parce qu'à l'étranger c'est beaucoup plus facile, mais en France c'est vraiment quasiment impossible. En tout cas moi à Bordeaux je n'ai pas trouvé, et c'est pas faute d'avoir demandé. Et voilà, il m'arrivait de manger une pizza de temps en temps, de manger un petit croissant ou une chocolatine, parce qu'on dit pas un pain au chocolat à Bordeaux, on dit une chocolatine, même si moi j'ai grandi en Normandie, donc au début je disais un pain au chocolat. Je me suis vite reprise pour éviter de m'attirer les foudres des Bordelais. Donc voilà, ça m'arrivait quand même de temps en temps. Donc je l'évitais au maximum, mais ça m'arrivait quand même d'en manger de temps en temps. Donc à cette époque-là, c'est-à-dire je crois que j'ai eu le diagnostic en septembre, peut-être 2023 du coup. Et je me suis dit, voilà, début octobre, j'arrête le gluten. Il m'a fallu quelques semaines pour processer l'information et me dire ok, allez, c'est parti, on y va. Donc début octobre 2023, j'ai arrêté le gluten. Donc ça fait maintenant exactement 1 an et demi. Voilà donc le contexte. Et peut-être je peux vous rappeler aussi
parce que je sais que c'est des questions que moi-même je me suis posées et que voilà, et auxquelles j'ai pas mal répondu, parce que du coup la question c'est ok, moi je m'étais dit je vais faire un test, je vais manger sans gluten pendant quelques mois et puis je vais voir si effectivement je vois une amélioration de mes symptômes, bon bah au moins j'aurai une partie de la réponse et je continuerai comme ça. Si en revanche ça n'a aucune incidence sur mes symptômes et que c'est plus une contrainte qu'autre chose, je m'étais dit je reviendrai à comme je faisais avant, c'est-à-dire privilégier au maximum des céréales contenant peu de gluten et de temps en temps m'accorder une petite folie, genre une pizza ou un croissant. Donc j'ai commencé effectivement en octobre et pour vous redire un petit peu le délai avant de voir une différence, parce que j'ai effectivement vu une grande différence. Alors à la fois j'en suis très contente parce que ça m'a permis effectivement de vraiment diminuer mes douleurs, mais en même temps ça m'arrangeait pas trop parce que je me disais bon bah ça veut dire que maintenant j'ai plus qu'à continuer. Donc le délai avant de voir une différence, il a été assez long. Moi je sais qu'il m'a fallu au moins 1 mois et demi, 2 mois à vraiment sans gluten strict. Hein. Donc là même plus de petite épeautre, etc. Là c'était vraiment du sans gluten. Et il m'a fallu vraiment 1 mois et demi, 2 mois avant de vraiment ressentir une différence. Et moi ça se manifestait surtout en fait... par rapport aux douleurs d'endométriose, autant j'avais des douleurs d'endométriose au moment de mes règles, j'avais des règles vraiment douloureuses, mais j'avais aussi des douleurs tout le temps entre les règles. Donc c'est-à-dire vraiment tout au long de mon cycle, j'avais vraiment ce qu'on appelle des douleurs pelviennes. Donc voilà, parce que j'ai des lésions d'endométriose un petit peu partout et du coup j'avais toujours ces douleurs, alors qui n'étaient pas horribles, hein, elles n'étaient pas très intenses, mais elles étaient tout le temps là. J'avais toujours cette gêne, cette espèce de pesanteur et cette espèce de douleur. Donc on dit un peu des douleurs pelviennes, hein, parce que c'est bon, bah c'est un peu mélangé entre tout ce qui est gynéco, digestif, etc. Au point où parfois, quand je m'asseyais sur une chaise, si je m'asseyais trop vite, ça pouvait vraiment me faire mal parce que bah, tout était un peu inflammé, engorgé, douloureux. Enfin voilà, c'était vraiment pas agréable à vivre au quotidien, même si c'était pas des douleurs qui m'handicapaient et qui m'obligeaient à prendre un antidouleur ou qui m'empêchaient de vivre ma vie, mais j'avais tout le temps ces douleurs quoi. Donc voilà, c'était quand même très très pénible. Et effectivement, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, eh bien ces douleurs ont disparu. Mais vraiment disparu. Alors au début, c'était bon, elles ont un peu diminué, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, mais attends, bah j'ai plus mal, parce que vous savez, des fois c'est un peu, une fois que c'est fini, on met un peu de temps à se rendre compte, parce qu'en fait, bah on est quand même vachement mieux, et bah on trouve ça presque normal, et à un moment je me suis dit, ah mais en fait, ouais, ça va quand même beaucoup mieux. Donc bah voilà, je me suis dit, ok, pas le choix, il n'y a plus qu'à continuer, même si j'ai pas mis que ça en place, hein. Bien sûr, il s'agit pas uniquement d'enlever le gluten pour soulager une endométriose, hein. D'ailleurs, je vous avais fait un épisode sur ça, un petit peu les 3 piliers, les 3 choses à mettre en place selon moi et surtout selon toutes les recherches que j'ai fait. Voilà, c'est en gros, il faut mettre en place ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire, en tout cas la plus anti-inflammatoire possible. Donc ça passe en partie par le fait d'enlever le gluten, mais pas que, hein. Il y a aussi tout plein de choses à mettre en place. Je vais pas tout détailler ici parce que c'est pas l'objet de cet épisode, mais voilà, c'est des choses à savoir et je veux pas non plus faire de raccourcis en disant ah bah endométriose, on arrête le gluten, tout va mieux, hein. Il y a aussi des personnes chez qui le fait d'enlever le gluten n'a pas d'effet positif. Donc chaque personne est vraiment différente, hein. Voilà, moi je vous fais juste cet épisode pour vous parler de mon expérience, mais je suis pas là à vous dire voilà la solution, vous avez de l'endométriose, vous avez ça, arrêtez le gluten, tout ira mieux. J'avais fait aussi d'autres épisodes de podcast en disant est-ce que tout le monde devrait absolument arrêter le gluten ? Je pense pas, honnêtement, je pense que la vérité se trouve un petit peu au milieu, c'est-à-dire ce que j'avais tendance à faire avant, à privilégier vraiment des céréales pauvres en gluten, et puis de temps en temps se faire un petit plaisir avec du gluten, mais voilà, je vais pas vous redire tout ce que j'ai dit dans les épisodes, je vous remettrai les liens vers ces épisodes en description de celui-ci, comme ça si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez. Donc effectivement, moi j'étais très contente puisque j'ai vu une vraie différence, sauf qu'il y a un moment où mes douleurs sont revenues, et là je me suis dit oh non, j'avais trouvé une super solution, en plus de tout ce que j'avais mis en place, mais pour moi le plus contraignant c'était vraiment d'arrêter le gluten, parce que avant j'avais déjà quand même plutôt un mode de vie un peu anti-inflammatoire. Je dirais pas anti-inflammatoire à 100%, hein, je dirais pas jusque là, mais j'ai déjà une hygiène de vie qui était quand même plutôt anti-inflammatoire. Donc arrêter le gluten c'était pour moi le pas le plus important on va dire. Il y a un moment où mes douleurs sont revenues, et au début je comprenais pas pourquoi, et en fait tout simplement c'est parce que j'avais recommencé à manger du gluten, sauf que je n'avais recommencé à manger que du pain au levain fait avec du blé ancien. Donc vraiment un pain au levain de super qualité, un truc vraiment le top du top. Enfin voilà, je m'étais vraiment beaucoup renseignée. Je sais que c'est un pain qui convient aussi
aux personnes qui sont sensibles au gluten. Alors, il conviendra pas aux malades cœliaques, hein. Les malades cœliaques, ils peuvent pas du tout manger le gluten, mais il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, voire on dit intolérantes au gluten, et qui peuvent malgré tout manger ce pain-là. Donc moi, je me suis dit, bah super, c'est un pain que je connais, je vais réintroduire, et puis on va voir. Sauf que bon, j'ai pas été très maligne puisque j'en mangeais tous les jours. C'est-à-dire qu'au petit déjeuner, en général, moi je mange du pain avec des œufs. Et donc tous les jours, je mangeais ce pain au levain. Donc qui contient un petit peu de gluten, mais vraiment très 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 peu. Et en fait, mes douleurs sont revenues. Et au début, je me disais, mais mince, pourquoi? C'est bizarre, mince, ça marche plus. Et après, je me suis dit, mais attends, en fait, ça fait... Alors, c'est pas revenu immédiatement. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. C'est parce que c'est pas... j'ai recommencé à manger un tout petit peu de gluten avec juste uniquement ce petit pain au levain. Et tout le reste, je mangeais pas de gluten. C'est pas comme si les douleurs étaient revenues au bout d'un jour ou une semaine. Ça a mis quelques semaines. Donc, au début, je comprenais pas. Puis je me suis dit, à mon avis quand même c'est ça. Alors ça m'arrangeait pas du tout, parce que vraiment je l'adore ce pain et je sais qu'il est de très bonne qualité et voilà. Mais pour moi ça convenait pas. Donc je me suis dit, bon c'est pas grave, tu vas refaire un test, tu arrêtes de nouveau de manger ce pain, tu repasses en 100% sans gluten et tu verras si tes douleurs s'en vont. Bon ni une ni deux, c'est pareil, hein, il a fallu encore quelques semaines, mais là beaucoup moins qu'au tout début. Je pense que là en 2 semaines quasiment, j'ai vraiment vu la différence et mes douleurs sont complètement parties une fois que j'ai de nouveau enlevé même ce tout petit apport de gluten. Donc du coup j'étais un peu dégoûtée parce que je sais que a priori si je veux ne plus avoir de douleur d'endométriose, en tout cas en dehors de mes règles, parce que quand j'ai mes règles j'ai quand même très très mal, ça c'est... Malheureusement j'ai pas réussi à enlever à 100% les douleurs, je sais qu'il y en a qui y arrivent, mais chaque personne est vraiment différente, je me dis moi... Pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais bon, c'est quand même beaucoup plus gérable qu'avant. Mais voilà, j'irai pas jusqu'à dire j'ai des règles absolument pas douloureuses, tout va bien. Non, ça ce serait mentir, hein, je vais pas vous mentir sur ça. Mais voilà, en tout cas, les douleurs entre les règles, ça a disparu. Donc je me suis dit, ok, tu n'as plus qu'à continuer effectivement à manger sans gluten. Ça c'était pour vous rappeler un petit peu le contexte. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu des bénéfices que je vois, des inconvénients, et puis aussi à quoi ça ressemble concrètement, qu'est-ce que j'ai vraiment changé, qu'est-ce que je mange aujourd'hui, qu'est-ce que je ne mange pas, et puis est-ce que je compte manger sans gluten toute ma vie? Donc je vais répondre un petit peu à ces questions-là. Donc tout d'abord au niveau des bénéfices, bien sûr le premier bénéfice que j'ai vu ça a été plus du tout de douleur d'endométriose en dehors de mes règles. Donc c'est-à-dire qu'au quotidien je n'ai plus de douleur d'endométriose, mais vraiment plus du tout. Et ça c'est quand même un immense bonheur parce que quand on a eu mal quasiment toute sa vie, mais du coup moi je pensais que c'était normal entre guillemets, enfin avant de vraiment me dire là il y a peut-être quand même un problème, il a fallu vraiment du temps et je pense que j'avais un peu peur aussi d'avoir ce diagnostic d'endométriose, donc j'ai fait un peu l'autruche jusqu'à ce que vraiment je me dise non là c'est plus possible, en fait il faut aller faire les examens, et parce que je savais aussi que si j'avais ce diagnostic j'allais mettre en place des choses un peu radicales. Bon voilà, donc effectivement ça c'est quand même un immense bénéfice et j'en suis très très contente. Mais il y a eu aussi un bénéfice un peu plus caché auquel je ne m'attendais pas, et pour autant qui m'étonne pas tant parce que de toutes les recherches que j'avais fait sur le gluten, je savais quand même que ça pouvait jouer. C'est effectivement, j'ai beaucoup moins de sautes d'humeur ou de variations d'humeur. En fait, moi, je suis, je pense, dans la catégorie clairement des hypersensibles, donc je vis les choses un peu de manière assez intense. Et il est vrai que j'avais souvent des grosses variations d'humeur. Alors, en positif, mais surtout malheureusement un peu en négatif, où d'un coup, je sais pas pourquoi, je me sentais hyper déprimée, etc. Alors ça durait pas très longtemps, mais des fois j'avais effectivement un peu, et puis même parfois carrément des sautes d'humeur, à d'un coup à me mettre à péter un câble, littéralement, sans trop même savoir pourquoi moi-même, mais... je sais pas, une espèce de colère comme ça qui sortait. J'ai toujours été... On disait de moi quand j'étais plus jeune que j'étais très impulsive. Bon, en gros, ça veut dire un peu très colérique. Hein. Voilà. Et ça, j'avoue que... Alors, je dirais pas que ça a complètement disparu, parce que ça fait quand même partie de ma personnalité. Je sais que je vis les choses quand même de manière assez intense. Mais c'est beaucoup plus normal, entre guillemets. En tout cas, beaucoup plus lisse, beaucoup plus équilibré, on va dire. Et c'est vrai que au début, je m'en suis pas forcément rendu compte. Et puis, c'est un moment, j'ai demandé aussi à mon chéri, je lui dis mais tu trouves pas que je suis un petit peu plus stable émotionnellement, que je suis un peu moins quand même à partir dans tous les sens?
Et il me dit bah oui c'est vrai, tiens, c'est vrai carrément, t'es beaucoup plus zen, beaucoup plus beaucoup plus stable, j'ai envie de dire, dans mes humeurs. J'ai quand même des variations d'humeur, et fort heureusement, je suis humaine, mais voilà, ça part moins quand même dans tous les sens. Et en fait, dans toutes les recherches que j'avais fait, je savais aussi que le gluten pouvait aussi fortement influencer l'état émotionnel, ce qui est normal, puisqu'il influence l'intestin, et notamment, il peut engendrer ou favoriser ou entretenir, on va dire, une inflammation, et l'inflammation, ça agit aussi sur notre état émotionnel, notre état du système nerveux, etc. Tout ça, je le savais, mais concrètement, je l'avais jamais expérimenté, et j'en ai parlé avec plusieurs amis qui mangent aussi maintenant sans gluten, et dont une qui mange, ma petite Florence, si tu passes par là, qui, elle, a arrêté le gluten parce qu'elle sentait que vraiment, quand elle mangeait du gluten, pendant 4 jours, elle était au fond du seau moralement, elle était vraiment déprimée, pas bien et tout. Et je me dis, ah ouais, c'est fou quand même. Et bah, je l'ai vraiment, vraiment remarqué. Et ça, je m'y attendais pas. Et c'est un peu un bénéfice caché. Alors qui, moi, m'aurait pas suffi à arrêter le gluten. Je pense que j'aurais pas pu juste me dire, pour mon humeur, je vais arrêter le gluten. Mais je suis très contente du coup d'avoir eu un peu une bonne excuse, ou en tout cas une obligation. Enfin, je dis obligation, j'avais le choix, hein. Je pourrais aussi me dire non, je m'en fous, je continue de manger du gluten et puis je garde mes douleurs d'endométriose, c'est ok. Voilà, moi j'ai choisi effectivement d'arrêter le gluten. Mais du coup, je suis très contente de ce bénéfice parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de bien. Et en fait, c'est quelque chose que je pense j'aurais aimé peut-être expérimenter avant parce que, vous savez, il y a des périodes quand on est ado ou jeune adulte où on est un peu des fois submergé par ses émotions, on sait pas trop quoi en faire, et je me rendais bien compte des fois que j'avais des émotions qui étaient trop intenses et je comprenais pas d'où elles venaient et c'était très bizarre. Alors je ne dis pas que le seul responsable était le gluten, bien sûr, mais peut-être que si à l'époque j'avais mangé moins de gluten, parce qu'à l'époque j'en mangeais beaucoup, baguettes blanches, gâteaux, etc., ça y avait pas de problème parce que j'étais pas du tout au courant de tout ça. Je me dis que peut-être j'aurais aimé savoir ça avant et ça m'aurait peut-être aidé à avoir une vie émotionnelle peut-être un petit peu plus tranquille, peut-être moins fatigante, honnêtement. Donc voilà, ça c'est vraiment un bénéfice caché qui est logique quand on y pense, mais de l'expérimenter, ça fait très bizarre. Et c'est quand même très agréable, on va pas se mentir. Et je m'en suis rendu compte aussi auprès de mes proches, notamment mon chéri qui parfois me disait, je sais pas, on se faisait, à l'époque où on mangeait du gluten, on se faisait des crêpes par exemple pour le goûter, et à 1 heure après, il me disait, je suis pas bien, je me sens tout déprimé, je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que c'est dimanche et du coup j'ai pas envie d'aller travailler demain, mais pourtant j'aime bien mon travail, enfin je comprends pas, je sais pas, c'est bizarre. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait en général le gluten qui est entré en jeu, et le sucre. Le sucre aussi peut faire un peu cet effet-là, d'abord euphorisant, puis ensuite un peu dépresseur, déprimant en tout cas, mais voilà, du coup j'ai remarqué ça. Donc je pose ça là, si jamais vous retrouvez un petit peu dans le discours que j'ai par rapport à l'équilibre émotionnel et que des fois vous dites waouh, quand même c'est violent ce que je vis émotionnellement et ça me paraît un peu démesuré par rapport à la réalité de la vie, essayez peut-être de réduire le gluten, voire de l'enlever pendant un moment, et vous verrez, parce que chaque personne est vraiment différente. Il y en a chez qui ça n'aura pas forcément d'incidence, enfin on est vraiment tous pas fait pareil. Donc voilà, on ne sait jamais, mais en tout cas c'est un bénéfice qui est, je trouve, quand même important à noter, et qui m'a encore plus fait prendre conscience de à quel point l'état de nos intestins influence vraiment notre état émotionnel et va amplifier parfois certaines choses. Et c'est quand même important de le savoir. Et moi, ça m'aurait fait du bien de le savoir avant, je pense, vraiment. Voilà, un petit bénéfice caché. Un autre bénéfice caché, c'est que je varie beaucoup plus mes sources de féculents. Alors déjà, avant de manger sans gluten, j'étais pas non plus du genre à manger que des pâtes, du riz et des pommes de terre. J'étais quand même déjà bien calée en nutrition, j'avais déjà tendance à varier mes féculents, mais encore plus depuis que je mange sans gluten, parce que, par exemple, les pâtes, c'est à base de blé. Aujourd'hui, je n'en mange plus, alors je mange quand même des pâtes, mais des pâtes sans gluten. Mais c'est ce que je vais développer dans les parties d'après. Souvent, les produits les produits estampillés sans gluten sont quand même des produits malheureusement transformés, voire ultra transformés. Donc j'avoue que je ne base pas du tout mon alimentation sur ça, parce que sinon ce serait un peu contre-productif. Du coup, ça rentrerait plus dans le cadre d'une alimentation un peu anti-inflammatoire. Donc je mange encore des pâtes sans gluten aujourd'hui, et je suis très contente qu'elles existent. Quand j'ai une envie de pâtes, vraiment je me fais plaisir. Mais du coup,
je varie encore plus et ça m'a permis de découvrir certaines céréales que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais vraiment expérimenté et qu'au final j'adore, comme par exemple l'amarante. Ça a été vraiment ma découverte de mon alimentation sans gluten. C'est une petite céréale que je trouve est très très bonne, qui est longue à cuire, donc faut quand même s'y prendre un peu à l'avance. Enfin je dis longue, ça met une vingtaine de minutes, mais c'est vrai quand on a l'habitude de se faire des pâtes en 5 minutes ou du riz en 10 minutes, bon l'amarante, voilà, ça peut être un petit peu plus long, mais je trouve que c'est vraiment super bon, ça permet vraiment de varier. J'ai découvert plein d'autres céréales que j'ai testées, et notamment le sarrasin, puisqu'aujourd'hui je fais mon pain maison à base de graines de sarrasin, donc j'ai trouvé une recette qui m'a été envoyée par une copine sur Instagram justement, où il n'y a dedans que des graines de sarrasin, de l'eau et du sel. Et en fait c'est du sarrasin un peu germé ou fermenté, il y a toute une étape, donc c'est un peu long à faire, parce qu'il faut s'y prendre à l'avance, il y a 24 heures un peu de fermentation entre guillemets, mais alors vraiment ce pain c'est une merveille, il est hyper bon, et du coup avant je mangeais pas beaucoup de sarrasin, j'en mangeais déjà un petit peu sous forme de sarrasin grillé, donc sous forme de cacha on appelle ça, que je mettais dans des granolas, des porridge, etc. Mais c'est vrai que sinon je mangeais pas forcément beaucoup de sarrasin, et bah j'ai redécouvert justement le sarrasin, et donc j'en utilise quand même pas mal pour faire du pain. Je peux manger aussi des galettes, du coup les galettes que l'on dit de blé noir, le blé noir finalement c'est du sarrasin, hein, donc c'est sans gluten. Voilà, donc ça c'est chouette, ça m'a permis aussi de varier un petit peu, de découvrir de nouvelles choses, d'ouvrir un petit peu mon éventail de nutrition, et ça c'est toujours intéressant. Et puis un autre bénéfice que je vois un peu, c'est qu'effectivement je le savais déjà avant, mais de plus en plus j'entends un peu les méfaits du gluten, et du coup il y a aussi ce bénéfice où je suis contente de ne pas en manger. Même si, encore une fois, je pense que la vérité, elle est pas forcément dans le sans gluten absolument, sauf dans certains cas, hein. Mais je veux dire, voilà, le commun des mortels, je dis pas forcément que tout le monde devrait arrêter le gluten. En revanche, tout le monde devrait vraiment diminuer le gluten moderne, donc encore une fois, tout ce qui est vraiment raffiné, comme malheureusement les pizzas, les viennoiseries, les gâteaux de boulangerie, des choses comme ça. Donc ça, c'est sûr que tout le monde en bénéficierait. Donc c'est vrai que ça m'aide un petit peu à chaque fois que, voilà, moi je continue à me former en permanence sur la nutrition, la médecine fonctionnelle, la micronutrition, la naturopathie. Et c'est vrai que des fois j'entends des trucs sur le gluten, je me dis waouh, en fait je suis contente de pas en manger, mais même si ces arguments-là ne suffisaient pas avant pour moi à me faire arrêter le gluten, comme je vous disais, c'est des choses que je savais déjà, mais je me dis ouais mais quand même le bon pain c'est trop bon et c'est un peu compliqué de manger sans gluten, donc voilà. Donc finalement voilà, un des bénéfices c'est que je me dis au moins j'ai été un peu forcée, encore une fois entre guillemets, d'arrêter le gluten. En vrai je suis assez contente parce que je sais que c'est pas super bon quand même pour les intestins et pour la santé. Donc voilà un petit peu pour les bénéfices. Maintenant passons aux inconvénients, parce qu'on va pas se mentir, forcément il y en a. Donc déjà le premier inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de produits sans gluten qui sont ultra transformés et ou qui sont à base de céréales ayant un indice glycémique hyper élevé. Notamment en général les produits sans gluten sont beaucoup à base de riz et maïs. Donc c'est vrai que ça c'est un peu pénible parce que honnêtement je les évite le plus possible, hein, j'en achète vraiment très très peu, mais j'avoue que des fois c'est bien pratique. Quand j'ai plus de mon petit pain au sarrasin à la maison et que je sais qu'il faut à peu près 2 jours pour le faire, mais que pendant 2 jours j'ai plus de pain, soit je m'en passe et c'est très bien, soit j'achète du coup en dépannage du pain sans gluten, ou même je mange par exemple des cracottes pain des fleurs, des choses comme ça, mais ça pour moi c'est quand même des céréales soufflées, donc c'est quand même des céréales à un index glycémique assez élevé. Et c'est vrai que ça c'est un peu pénible parce que quand je vais au rayon sans gluten, je passe un bon moment à analyser toutes les étiquettes, etc. Et j'évite de prendre des choses dont les premiers ingrédients sont par exemple amidon, parce qu'alors ça c'est juste une bombe d'index glycémique, enfin voilà, donc de temps en temps, je me l'interdis pas, et c'est comme quand je mangeais une pizza avant, je me faisais un petit shot de gluten. Bon là je me fais un petit choc de céréales ayant un IG élevé, mais c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'il y a plein de choses qui donnent envie dans les rayons sans gluten. Aujourd'hui il existe beaucoup de choses qui existent. Ça fait beaucoup, mais enfin vous voyez l'idée. En tout cas, le rayon sans gluten, c'est vraiment diversifié. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'alternatives qui permettent de cuisiner quasiment normalement. Même des pâtes à tarte, des choses comme ça. Mais en général, la compo est vraiment pas très jolie. Donc c'est pénible parce qu'à chaque fois que j'en utilise, il y a quand même une partie de moi où je me dis c'est pénible parce que j'ai envie de bien manger, mais en même temps là
c'est bien pratique, ça dépanne, et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un peu, j'ai envie de dire peut-être un gros effort à faire de ce point de vue-là, et en même temps, à chaque fois qu'on essaye de remplacer quelque chose par autre chose, bah c'est évident que l'aliment sera beaucoup plus transformé. C'est comme par exemple tout ce qui est simili-viande. Moi je trouve ça génial que ça existe et vraiment c'est super et pour plein de raisons, mais souvent la composition est pas géniale et du coup bah, se pose toujours la question de qu'est-ce qu'il est mieux de manger en fait, pour notre santé, pour l'environnement, pour voilà. Ça c'est assez pénible honnêtement parce qu'il y a très peu de produits sans gluten sur lesquels je peux m'appuyer en me disant ça c'est bon, la compo elle est géniale, je peux y aller, c'est nickel. À part certaines pâtes sans gluten, peut-être à base de légumineuses ou à base de céréales un peu moins avec des IG élevés, mais c'est quand même assez rare. Donc ça c'est quand même vraiment pour moi un inconvénient parce que bah, c'est tentant, il existe tellement de produits aujourd'hui et c'est génial, hein, mais en réalité si on ne se base que sur ça, bah du coup on a une alimentation qui est complètement déséquilibrée parce que les compos sont pas du tout intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Donc c'est dommage d'enlever le gluten pour ne pas se faire du mal aux intestins et à la santé si c'est pour finalement ne faire que manger des choses ultra transformées qui sont pas forcément meilleures pour l'intestin et la santé. Donc voilà, ça c'est un peu un inconvénient, mais je pense que voilà, chaque personne qui mange sans gluten et qui fait attention à son alimentation bah, se retrouve un peu confrontée à ça. Un autre inconvénient, c'est que bien sûr socialement c'est assez contraignant. Puisque bah, je suis obligée, voilà, si je suis invitée à manger chez des personnes, voilà, je suis obligée de le dire. Alors déjà qu'avant, au début, j'étais végane, bon maintenant je le suis plus. Donc déjà ça m'enlève quand même un point, même s'il y a encore plein de choses que je mange pas. Je suis plus végane, mais je mange toujours pas de viande. Enfin voilà, il y a quand même des choses. Donc c'est plus contraignant quand on rencontre, on va dire, des nouvelles personnes, ou voilà, bon, ce qui arrive pas non plus tous les 4 matins pour moi en tout cas. Mais c'est sûr que oui, c'est un peu contraignant. Je sais que, je sais pas, si j'ai un truc de prévu avec des amis, qu'on fait un pique-nique et qu'ils disent bah on s'occupe du dessert, bon maintenant tous mes amis savent que je mange sans gluten et la plupart c'est pas un problème pour eux. Soit eux-mêmes déjà ils avaient des recettes sans gluten, ou soit ils ont cherché et voilà. Mais c'est vrai que voilà, socialement il y a quand même des contraintes. Il y a aussi le fait que bah oui, je peux plus aller dans une pizzeria, dans un restaurant classique, puisque bah souvent c'est soit des pâtes, soit des pizzas. Bon bah tout est full gluten, donc bah je peux pas manger grand chose. Donc c'est sûr qu'il y a des trucs qui me manquent, on va pas se mentir, me faire une bonne pizza ou des bonnes pâtes dans un resto italien, ou il y a plusieurs restos où on voulait y aller avec des amis et moi je regarde la carte et je me dis ouais mais en fait je peux rien manger quoi. Même des restaurants asiatiques qui font des ramen par exemple, bah souvent c'est à base de nouilles de blé. Alors des fois ils ont des options où ils peuvent voilà, faire un truc et souvent c'est assez facile quand même de trouver des options, mais voilà forcément ça rajoute toujours un truc de dire alors végétarien et sans gluten, bon bah super, du coup on se retrouve avec pas grand chose. Bon après j'ai quand même pas mal de proches qui soit mangent sans gluten ou soit sont vraiment très ouverts à ça, donc pour eux c'est pas du tout un problème et ils sont trop mignons à chaque fois que on les invite à dîner par exemple, qui ramènent le dessert, ils font un truc sans gluten et voilà, et pour eux c'est pas contraignant. Heureusement j'ai cette chance là, mais c'est vrai que voilà, socialement il y a quand même ce truc de bah oui, je sais pas, si je fais un brunch avec des amis et qu'il y a des croissants et des chocolatines, bon bah j'empêche personne d'en manger, hein, fort heureusement, mais c'est vrai que du coup bah c'est tentant quoi, on va pas se mentir, hein. Il y a des fois il y a des trucs où je me dis ah ça j'aimerais bien quand même pouvoir le manger parce que vraiment ça a l'air bon. Et un autre inconvénient aussi, c'est que très honnêtement le bon pain me manque, même si j'adore mon petit pain au sarrasin et que vraiment je le trouve très très bon. Mais j'ai jamais trouvé un pain sans gluten qui soit aussi bon et qui ait la même sensation qu'un bon pain fait à base de blé. Et c'est vrai que des fois, le bon pain me manque, on va pas se mentir, une bonne pizza aussi, ça me manque. Voilà, c'est des choses qui parfois sont un peu difficiles, mais honnêtement, c'est quand même beaucoup moins contraignant que ce que je pensais. Moi, je pensais vraiment que ça allait être une galère et que j'allais vraiment devoir tirer un trait sur des trucs que j'aimais absolument. Et en fait, ben, comme déjà de base, je mangeais pas trop de biscuits industriels, de gâteaux industriels, du coup, en fait, j'ai juste réadapté ma façon de cuisiner, et effectivement, des fois, c'est un peu pénible, où je suis obligée d'acheter une pâte à tarte du commerce, même si je pourrais la faire moi-même en sans gluten, hein, mais j'ai juste la flemme. Mais bon, franchement, ça va. Et même, voilà, au niveau resto, au niveau social, bien sûr que c'est contraignant, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Je m'en étais vraiment fait une montagne, et en fait... c'est beaucoup moins contraignant que d'être végane par exemple. J'ai beaucoup plus souffert socialement quand je suis devenue végane que quand j'ai arrêté le gluten. Donc ça c'est quand même plutôt un bon point.
Et puis aussi, je dois quand même préciser, quand je dis bah oui, le bon pain me manque, la pizza me manque, j'ai quand même cette chance que je ne suis pas malade cœliaque. J'ai choisi moi d'enlever le gluten parce que je ressens vraiment des bénéfices sur ma santé, mais j'ai aussi quand même cet énorme avantage de me dire si demain j'ai envie de manger un morceau de baguette, parce que vraiment j'ai envie de ce côté croustillant que je ne retrouve jamais dans un pain sans gluten, mais je peux, en fait, je vais pas en mourir. Oui, peut-être que je vais pas être bien au niveau humeur, au niveau émotionnel, peut-être que mes douleurs vont revenir, peut-être que je vais pas bien digérer pendant quelques jours, mais c'est tout. Donc voilà, j'essaie aussi de me rappeler ça, de me dire je suis pas enfermée dans une espèce de prison, entre guillemets, de dire je n'ai pas le choix, comme malheureusement les malades cœliaques, pour qui eux ça doit vraiment être contraignant. Parce que moi c'est pareil, par exemple au restaurant, je sais que ça m'est déjà arrivé, à ce qu'on me dise bah tel plat il est pas sans gluten, et je dis ah mais pourquoi, je comprends pas, et ils me disent bah si, il y a de la sauce soja. Et c'est vrai que dans la sauce soja, il peut y avoir du gluten. Mais bon, c'est une infime quantité, donc moi dans ces cas-là, je leur dis non mais c'est bon, il n'y a pas de souci, je suis pas allergique au gluten, donc s'il y a des traces de gluten, il n'y a pas de problème, vraiment ça va aller. Alors que les malades cœliaques ne peuvent pas, par exemple. Donc voilà, j'essaye aussi de me rappeler que j'ai fait ce choix pour ma santé, et que si demain ça devient vraiment trop dur et je me mets à rêver de manger une baguette, bon bah je vais pas me l'interdire non plus. Pour l'instant, j'ai vraiment pas j'ai pas été à ce point-là en tout cas, de me dire voilà j'en peux plus, même si pour être honnête ça m'est aussi arrivé, si par exemple je sais pas mon chéri se prenait un gâteau ou n'importe quel truc qui contient du gluten et que ça me donnait trop envie, ça m'est aussi arrivé d'en prendre une bouchée. Enfin voilà, je sais que je peux aussi manger une bouchée d'un gâteau ou d'un morceau de pain, ça va pas avoir des conséquences incroyables. Donc au début j'étais très très stricte parce que c'est comme pour tout, moi j'ai besoin au début d'y aller vraiment à fond, c'est comme quand je suis devenue végane, au début j'étais vraiment vraiment à fond parce que j'avais besoin de ça, et après j'assouplis un petit peu et je fais comme ça m'arrange. Donc aujourd'hui effectivement ça peut m'arriver de croquer dans même un croissant par exemple, mais juste une bouchée, par contre je vais pas me faire la moitié du croissant ou le croissant entier. Et je pourrais hein, si je voulais, encore une fois, voilà, je ne suis pas malade cœliaque donc j'oublie pas ça, mais après je choisis de pas le faire parce que j'ai pas envie de payer les conséquences au niveau humeur, au niveau douleur, au niveau digestion. Mais je sais que voilà, je peux aussi faire ça. Donc voilà un peu pour les bénéfices et les inconvénients, et pour vous répondre un peu à quoi ça ressemble concrètement, bah, j'ai déjà un petit peu répondu je pense, mais pour revenir un petit peu sur ça, donc déjà je fais mon pain au sarrasin maison, donc ce qui fait que j'achète quasiment jamais de pain sans gluten, sauf quand j'en ai plus, ou quand j'ai vraiment envie d'un truc qui sort un peu de l'ordinaire, par exemple un espèce de pain de mie sans gluten, parce que j'ai envie de faire, je sais pas, des croque-monsieur ou des trucs comme ça, bon des fois ça m'arrive hein, effectivement, mais c'est assez rare, en tout cas c'est plus un petit plaisir que je me fais plus que un achat au quotidien. Vraiment au quotidien, je fais mon pain au sarrasin maison depuis des mois et des mois et des mois. À chaque fois je fais un gros pain, je le coupe en tranches, je le congèle et c'est juste parfait. Donc déjà ça m'a beaucoup aidé parce que le pain c'est quand même un aliment je trouve qui est assez réconfortant, ça va avec plein de choses, donc pour moi c'est important quand même d'avoir un peu un bon pain de référence sans gluten, donc ça je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Donc parfois j'achète des pâtes à pizza ou des pâtes à tarte industrielles, mais encore une fois la compo est vraiment pas géniale, donc c'est vraiment de temps en temps. Je sais pas, ça doit m'arriver, pour vous donner un peu un ordre d'idée, je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois quoi, enfin vraiment c'est assez rare. Par contre j'achète plus souvent des pâtes sans gluten, ça je vais en manger quand même plus souvent, c'est-à-dire je sais pas, une fois par semaine ou... Voilà, donc ça effectivement c'est un peu plus mon aliment plaisir, parce que bah, les pâtes c'est comme le pain quoi, ça va avec plein de trucs, c'est bon, c'est réconfortant, des fois on a juste envie d'un truc un peu réconfortant, et le riz ne fera pas le même effet par exemple, même si j'adore le riz, et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble concrètement. J'évite les aliments sans gluten ultra transformés parce que souvent il y a des IG quand même hyper élevés. Mais globalement, mon quotidien, c'est à peu près ça, quoi. C'est vraiment... moi, ma plus grosse problématique, c'était le pain. Donc, vu que j'ai trouvé une solution, bah après, le reste, voilà, au niveau des féculents, je varie beaucoup. Donc, ça peut être des pommes de terre, du riz, des pâtes sans gluten, du quinoa, de l'amarante, du sarrasin. Enfin, voilà, il peut y avoir... Il y a heureusement aujourd'hui plein de céréales qui sont disponibles assez facilement, pas trop compliquées à cuisiner, et qui sont disponibles dans n'importe quel magasin bio ou voire dans certains supermarchés.
Donc au quotidien du coup c'est exactement le genre de choses que je vais manger, avec toujours beaucoup de légumes et puis des sources de protéines diverses et variées. Au niveau des sources de protéines, le sans gluten ça n'a pas trop d'impact puisque moi je mange surtout des œufs, du tofu, des légumineuses, un petit peu de poisson, donc souvent c'est juste des sardines, voilà, j'en avais parlé je crois sur Instagram ou dans un épisode de podcast où j'ai réintroduit les sardines parce que c'est très riche en oméga 3 et ça rentre aussi un peu dans une alimentation anti-inflammatoire. Donc voilà, au niveau des sources de protéines, le gluten, heureusement, n'a pas trop d'incidence. Et puis les légumes, pareil, heureusement les légumes sont sans gluten, donc ça je peux y aller vraiment à fond. Et après, pour tout ce qui va être gâteau, etc., ce que je fais, si jamais je vais faire un gâteau maison, là j'ai cherché vraiment des recettes sans gluten, même si j'en avais déjà pas mal dans mon arsenal, mais j'en ai découvert plein des nouvelles et qui sont vraiment hyper faciles, avec des compositions vraiment nickel, qu'on peut faire facilement à la maison sans avoir besoin d'avoir 1000 ingrédients, de mélanger différents types de farine pour réussir à avoir un truc qui ressemble à une farine avec gluten. Donc ça vraiment ça me bloque pas vraiment, j'ai plein de recettes hyper gourmandes de choses sans gluten et où le gluten n'est de toute façon pas la pierre angulaire, ça se dit ça je crois, l'élément central en tout cas, donc finalement ça change pas grand chose. J'avais déjà même des recettes de cookies sans gluten, enfin du coup voilà ça m'a pas non plus trop changé sur ça parce que j'avais déjà fait un gros travail avant de toute façon d'essayer d'éviter au maximum le gluten moderne, donc dans ma cuisine déjà de base je n'utilisais que de la farine de petit épeautre, j'utilisais plus de farine de blé, donc après j'ai juste remplacé la farine de petit épeautre par d'autres choses, donc soit de la farine de sarrasin qui fonctionne assez bien en général mais qui elle ne contient pas du tout de gluten, donc pour certains gâteaux il faudra un petit peu twister avec d'autres choses, mais en fait j'ai aussi trouvé sur internet beaucoup de recettes qui de base sont sans gluten, donc il n'y a même pas besoin de transformer quoi que ce soit et qui fonctionne très bien et encore une fois avec une composition nickel. Donc voilà, je sais que voilà, j'ai ça et du coup franchement ça se passe bien. J'ai pas du tout l'impression d'avoir dû renoncer à la gourmandise, ça pour moi c'était important parce que je suis quand même une gourmande et j'aime manger, donc et ça j'ai pas du tout l'impression de l'avoir perdu. J'ai vraiment pas ce truc de me dire c'est horrible, je mange plus rien de gourmand, je rêve de me faire je sais pas, un truc plein de gluten parce que c'est ça qui est gourmand, pour le coup je l'ai vraiment pas. Donc voilà, donc ça c'est chouette. Maintenant la question, est-ce que je compte manger sans gluten toute ma vie ? Eh bien, je dirais, je pense pas. Je pense que toute ma vie j'essaierai, là où je pourrais revenir, c'est comme je faisais avant, c'est-à-dire d'éviter au maximum le gluten moderne et ultra transformé. Et à la limite, si je devais remanger du gluten, de toute façon, je sais que j'irais pas me manger une baguette de pain par jour et me gaver de gâteaux industriels, de pizza, etc. Parce que c'est pas ma façon de manger, c'est pas ce que j'aime, c'est pas... Je sais que ce serait pas très bon pour ma santé. Donc, je pense quand même qu'il y a un moment où j'espère en tout cas pouvoir réintégrer le bon pain au levain. Je pense que je le ferais, mais en écoutant les signaux de mon corps et en n'en mangeant pas tous les jours. Je pense que c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai voulu le réintroduire. J'étais tellement contente de pouvoir remanger du bon pain que j'en mangeais tous les jours. Et je pense que ça, en tout cas pour moi, c'est trop. Donc je pense qu'effectivement, je sais pas quand, mais je pense qu'il y a un jour, je vais me dire, allez, ça y est, c'est le bon moment. Je pense que je vais réintégrer le bon pain au levain, parce que je sais que c'est bon pour la santé. Pour le coup, il y a plein de bénéfices pour un vrai bon pain au levain. Mais du coup j'en mangerai de temps en temps et pas tous les jours. Et peut-être qu'un jour effectivement j'essaierai de revenir à un maximum sans gluten, par exemple 80% sans gluten, parce que ça me paraît facile, aujourd'hui je fais 100%, donc rester à 80% ça me paraît tout à fait faisable, et peut-être je ferai 20% de gluten modéré, c'est-à-dire du bon pain au levain, des choses à base de petit épeautre, etc. Et par contre, l'ultra transformé, le gluten que j'appelle ultra transformé, genre une viennoiserie, une pâtisserie, etc., ça restera vraiment de l'ordre du très rare, du je sais pas combien de pourcents, mais peut-être 5% ou moins de mon alimentation, et ça me va comme ça me va très bien, parce que je connais maintenant ce qui me fait du bien, ce qui me convient, je sais aussi ce qui est bon pour la santé ou pas, même s'il faut toujours mettre... du relatif derrière ça, parce que chaque personne est différente, mais en tout cas moi aujourd'hui ça m'a permis de vraiment voir un petit peu où se situe aussi mon niveau de tolérance, en tout cas par rapport à mes douleurs d'endométriose et aussi à mon état émotionnel.
Donc voilà, je me dis pas je vais manger toute ma vie sans gluten et puis c'est comme ça que c'est le mieux, etc. Encore une fois, je pense que le juste milieu, enfin la vérité se situe un peu dans le juste milieu. Donc je pense que je vais y revenir un jour, mais pour l'instant, ça me convient comme ça. Voilà, je suis tellement contente de plus avoir de douleurs d'endométriose et d'être plus stable émotionnellement aussi, que pour l'instant ça me convient, mais je sais qu'un jour, je pense, je vais me dire, allez, là c'est le moment, je réintroduis un petit peu de bon pain au levain, et puis de temps en temps, en y allant doucement, et puis je vais voir aussi comment ça se passe. Si en faisant ça, même si j'en mange pas souvent, je vois que finalement ça me convient pas et que les douleurs reviennent, je reviendrai au sans gluten, et puis après on verra, je peux pas savoir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans de quoi ma vie sera faite, donc je préfère pas du tout me dire oui, ce sera toute ma vie sans gluten, ou ce sera comme ci, comme ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien au début, quand j'ai commencé à manger sans gluten, de me dire que c'était potentiellement temporaire. C'est beaucoup moins violent que de se dire, à partir de maintenant, tu mangeras plus jamais de gluten. Et malheureusement, c'est le cas pour les personnes cœliaques, et j'imagine à quel point ça doit être dur. Encore une fois, moi, je suis pas malade cœliaque, donc je me suis dit, bon, écoute, tu fais un test, tu vois pendant 6 mois, par exemple, puis après, tu avises. Bon, étant donné que ça a bien marché pour moi, je me suis dit, bon, tu continues, mais voilà, je sais qu'à tout moment, je peux me dire, allez, je réessaye, je remange un petit peu de gluten, et puis je vois comment ça se passe, et voilà. J'ai quand même ce gros avantage que je n'oublie pas. Donc voilà, on verra de quoi l'avenir sera fait, je vous dirai si les choses viennent à changer, si je réintègre un petit peu de gluten, etc., comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, j'en suis là. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode qui était plus long que d'habitude, mais bon, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le sans gluten. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aidé, si vous aussi vous mangez sans gluten, ou si vous envisagez de réduire le gluten, ou si juste vous êtes intéressé par le fait de manger sans gluten. Si vous avez des questions suite à cet épisode, des choses que vous aimeriez me demander, des questions que vous souhaitez me poser, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit message sur Instagram ou un email. Je serais ravie d'y répondre. Il y a peut-être des questions auxquelles j'ai pas pensé à répondre dans cet épisode, et là vous vous dites mais moi je veux savoir ça absolument, donc vraiment n'hésitez pas, j'ai aucun problème à parler de tout ça, c'est toujours avec plaisir. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est vraiment ce qui permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et d'amener un petit peu ces informations aux personnes qui pourraient en avoir besoin, donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram, mais aussi en newsletter chaque semaine. Pareil, tous les liens d'inscription à la newsletter, de mon compte Instagram, tout ça c'est en description de cet épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous.